Bon, je vais commencer. Donc, la séance d'aujourd'hui, ça sera la suite de ce qu'on a traité la dernière séance, où on a traité la dernière séance une première méthode dans le cadre de l'analyse bivariée, à savoir la régression simple, où nous avons étudié le lien entre deux variables qui sont quantitatives. La séance d'aujourd'hui, ça sera la suite de ce qu'on a traité la dernière séance, où nous allons voir l'extension de la régression simple, à savoir la régression multiple, où nous allons toujours étudier la relation entre des variables quantitatives et non pas seulement deux variables quantitatives, ou cette fois-ci nous allons étudier la relation, comme l'explique pour vous le schéma devant vous, la relation entre une variable à expliquer qui est y, qui est quantitatif, et un ensemble de variables explicatives qui sont également quantitatives. Donc toutes les variables sont quantitatives. Une variable y, on l'appelle la variable à expliquer ou la variable dépendante, et un ensemble de variables xi ou xj qui sont des variables explicatives ou indépendantes et qui sont également quantitatives. Donc la régression multiple, comme on a présenté l'autre fois, c'est l'extension de la régression simple avec une seule variable à expliquer ou dépendante, y, qui est quantitative, et un ensemble de variables explicatives, numériques, quantitatives, et parfois on peut avoir parmi ces variables une variable binaire qu'on peut codifier pour l'intégrer dans le cadre de notre analyse, c'est-à-dire comme le sexe, ou par exemple fonction, je peux faire par exemple pour le sexe 1 pour homme, 2 pour femme, et je peux l'intégrer dans mon analyse. De même pour une autre variable, je peux codifier 1, 2, 3, et ça, je vais le rendre numérique, et comme ça, je peux l'intégrer au niveau de notre analyse. La régression multiple, il cherche, ou à travers la régression multiple, nous cherchons à démontrer l'influence de deux variables au minimum, au plus, sur une autre variable qui est une variable dépendante. On disait au minimum 2 parce que si on parle de l'influence d'une variable sur une autre, là on est dans l'analyse bivariée, on est dans la régression simple. Mais pour parler de la régression multiple, nous devons avoir au minimum deux variables explicatives, c'est-à-dire deux variables indépendantes. Sinon, on revient à la régression simple et on revient au système linéaire avec y est égal à x plus b. Nous cherchons l'influence au minimum de deux variables sur une variable dépendante ou à expliquer. On dit que c'est l'extension de la régression simple où nous cherchons à avoir une relation qui n'est pas forcément linéaire, qui peut être parfois curvilinéaire, donc pas forcément linéaire comme c'est le cas dans le cadre de la régression simple. L'équation de notre modèle donc, est y est égal, y c'est la variable dépendante, est égal l'ensemble des variables explicatives que nous allons trouver comme étant significatives, A1, X1, A2, X2, jusqu'à AN, XN, avec ici comme nombre de variables explicatives, n, c'est-à-dire on a n variables explicatives, et plus le b qui peut être positif ou négatif, donc on peut avoir plus b ou moins b. Donc y représente la variable dépendante, le b c'est la constante, comme on a dit, il peut être positif ou négatif, les xi représentent les variables indépendantes et explicatives, et les ai représentent les pentes de chaque variable. Et également le a, il peut être positif ou négatif en fonction de l'influence de cette variable x, le xi, sur le y. Donc si le a est positif, c'est-à-dire qu'il y a une relation directe ou positive entre le x et le y, c'est-à-dire que x influence positivement sur le y, mais si on a la relation, donc la relation est négative entre les deux, dans ce cas, on aura le a négatif, c'est-à-dire lorsque je trouve le a, par exemple, a3 négatif, c'est-à-dire que la relation entre le x3y, c'est une relation qui est négative, autrement, le x3 influence négativement sur le y. Donc, c'est ce qu'on vient de voir, c'est que le a, il peut être positif comme il peut être négatif parce qu'il représente la pente qui peut être croissante ou décroissante. Donc, le a, s'il est positif, c'est-à-dire que les deux variables, le x et le y, varient dans le même sens. C'est les négatifs, c'est-à-dire que les deux variables, le xi ou le xj et le y, varient dans un sens qui est opposé. Je reviens à un point qui est très important parce que l'autre fois, on a parlé de la corrélation, de la relation entre les deux variables. On a dit que la relation est étudiée avec deux indicateurs. Premièrement, on a parlé du coefficient de corrélation, le R, qui varie entre moins 1 et 1. Et on a dit donc le R, il peut être négatif ou positif. C'est les positifs, les deux variables varient dans le même sens. Et c'est les négatifs, les deux variables varient dans un sens opposé. Et on a dit que
en plus de R, il y a un deuxième indicateur qui est le coefficient de détermination, le R au carré, qui varie entre 0 et 1. Donc le R varie entre moins 1 et 1, le R au carré varie entre 0 et 1. Et plus on a R2 est proche de 1, plus on a un modèle qui est, donc, qui est bon. Donc ce qui fait, le R, parfois, il indique la causalité. Parfois, c'est, donc on a, parce que parfois on peut avoir une relation donc, de corrélation qui nous indique la causalité, c'est le lien indirect, c'est l'impact indirect. Mais parfois, on peut avoir une corrélation, mais qui ne signifie pas une causalité. Donc, une relation, une forte relation ne signifie pas forcément un lien de causalité, parce que le R au carré représente le pourcentage de la variable, donc de la variation de la variable dépendante expliquée par la variable indépendante. Dans notre cas ici, pour le R au carré, le R au carré en cas de régression multiple explique l'influence ou le pourcentage de variation de Y expliqué par l'ensemble des variables explicatives. Donc, on explique, c'est pour cette raison qu'on le transforme sous forme de pourcentage, pour expliquer le pourcentage de la variation de cette variable qui est Y, la variable dépendante, expliquée par les variables indépendantes. Et cette explication, si l'impact est direct, on peut parler de causalité, mais si l'impact n'est pas direct, dans ce cas, on dit qu'il faut chercher une troisième variable ou une autre variable qu'on appelle la variable cachée qui influence sur les deux variables. Et dans ce cas, on dit que il y a un lien de corrélation, mais on n'a pas de causalité. Et parfois même, on peut avoir l'inverse, c'est-à-dire que il y a des situations ou des cas exceptionnels, on peut avoir une situation de causalité, on peut avoir une causalité sans avoir un lien. À titre d'exemple, si on prend deux phénomènes, par exemple, si on prend, par exemple, le niveau d'éducation, si on va prendre le niveau d'éducation et la richesse d'un pays, on peut dire que il y a une causalité entre les deux. Plus que le niveau d'éducation augmente, la richesse d'un pays augmente. Mais en cas de guerre, même si on va avoir un niveau d'éducation élevé, la richesse sera influencée négativement. Et dans ce cas, on dit que il y a causalité, mais il n'y a pas un lien statistique. Donc, on peut avoir la causalité sans avoir un lien statistique. Et l'inverse, un lien ou une très forte corrélation ne veut pas dire forcément une causalité. On n'indique pas forcément un lien de causalité. Comme j'ai expliqué, le R au carré varie entre 0 et 1. Et si on a R2 proche de 0, c'est-à-dire le modèle recherché ne peut pas être explicatif, mais nous cherchons un modèle dont le R2 doit être le plus proche possible de 1. Et comme je viens d'expliquer, il ne faut pas confondre corrélation et relation causale. Une très forte corrélation, une bonne corrélation n'indique pas forcément une relation ou nécessairement une relation de causalité. Et ce qui fait la différence entre la régression, ça fait partie de l'analyse de données. La régression multiple, pour répondre à la question de Safa, ça fait partie des techniques d'analyse de données. Lorsqu'on parle de régression multiple, ça fait partie des techniques d'analyse de données. Nous, on a choisi l'appellation statistique et donc analyse quantitative pour ne pas limiter le cours seulement dans la partie analyse de données. On a donc essayé de choisir un nom pour le cours qui est ouvert, mais la régression multiple et les différentes techniques que nous allons voir font partie de l'analyse de données. Aujourd'hui, on traite la régression multiple. Après, on va essayer de faire l'ACP et l'analyse discriminante, ainsi de suite, qui représentent des techniques d'analyse de données. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou non. Donc, pour la régression simple, on a dit que nous cherchons la relation entre Y et X. Y quantitative et X quantitative. Et nous cherchons que cette relation soit très forte. Le même principe qu'on a dans la régression multiple, nous cherchons la relation entre Y et un ensemble de XI, qui sont toutes des variables qui sont quantitatives. Et le R au carré, nous cherchons qu'il doit être le plus proche possible de 1. Mais le problème qui se pose avec le R au carré, on a dit que c'est que le R au carré, il augmente avec l'augmentation de nombre de variables. Plus on va ajouter de variables explicatives, même s'ils ne sont pas pertinentes, c'est-à-dire ne sont pas significatives, le R au carré augmente avec l'augmentation des variables explicatives ou avec l'introduction des variables explicatives. C'est le phénomène qu'on appelle le phénomène
c'est le phénomène qu'on appelle le phénomène de surapprentissage. Lorsqu'on introduit de nouvelles variables explicatives ou indépendantes, le R au carré augmente. Et dans ce cas, pour remédier à ce problème et pour faire face à ce problème, on fait appel à un autre indicateur statistique qui représente le R2 ajusté ou corrigé, qui tient compte de l'augmentation de de nombre de variables explicatives et de la perte en termes de degré de liberté qui est dû à l'accroissement de nombre de variables explicatives. C'est la raison pour laquelle parfois vous trouvez dans certaines études, lorsqu'on a un nombre de variables explicatives qui est assez élevé, donc on fait appel dans le cadre de notre analyse ou dans le cadre de notre interprétation beaucoup plus à R2 ajusté que à R2. Pourquoi? Pour faire face à ce problème d'augmentation de R2 avec l'introduction de nouvelles variables explicatives. Donc parfois, on analyse et on fait notre analyse avec le R2 ajusté et non pas le R2. Dans le cadre de... Est-ce que le R, c'est le coefficient de corrélation. R, c'est le coefficient de corrélation. R2, c'est le coefficient de détermination. R varie entre moins 1 et 1. Il peut être positif ou négatif en fonction de lien entre les deux variables. Est-ce qu'il est positif ou négatif, c'est-à-dire dans le même sens ou dans un sens opposé. On a déjà vu ça la séance dernière avec la régression simple. Et le R au carré, c'est le coefficient de variation. C'est pas coefficient de causalité, parce que l'autre fois, lorsque j'ai vu à la fin les commentaires, il y a certains qui parlent de coefficient de causalité. On ne parle pas de coefficient de causalité. C'est un coefficient de détermination qui nous donne le pourcentage de variance ou de variabilité ou de variation de Y expliqué par les variables explicatives. Si on est en régression simple, on dit expliqué par la variable explicative, le X. Si on est en régression multiple, comme c'est le cas maintenant, on dit c'est le pourcentage de variation ou de variance de Y expliqué par l'ensemble des variables explicatives, l'ensemble des XI. Le lien de causalité est positif? Non. Pour la question de Omar, il a dit comme quoi le lien de causalité est positif lorsque non. Non. Lorsque le R, attention, le R, c'est un coefficient de corrélation. C'est pas le coefficient de corrélation, de causalité, pardon. Le R, s'il est supérieur à 0,5, on a déjà traité l'autre fois un barème. Lorsque le R est supérieur à 0,5, on peut parler d'une corrélation forte. J'ai donné pour vous l'autre fois le barème, je reprends. Entre 0 et 0,1, on dit que c'est très faible. Entre 0,1 et 0,2, on dit que c'est faible. Entre 0,2 et 0,5, on dit que c'est moyenne, la corrélation et le lien. Entre 0,5 et 0,7 ou 0,8 même, on dit que le lien est fort. Et s'il est entre 0,7 et 1, on dit que c'est très fort. Donc on parle de lien, on parle pas de causalité. Le R nous donne le lien entre les deux variables. Et ce lien peut être positif comme il peut être négatif. J'essaie de répondre aux questions. Oui, donc pour Safa, je viens de lire toute la question. Est-ce que le R est le coefficient? Oui, le R, c'est le coefficient de corrélation. Lorsqu'on parle de R, on parle de coefficient de corrélation. Donc, au niveau de la régression multiple, nous cherchons la relation entre le Y et les XI. Mais il y a un problème auquel il faut tenir compte, c'est le problème de multicollinéarité, où nous cherchons la relation entre, je reviens à sa diapositive après, nous cherchons, nous, la relation entre les XI, les variables explicatives, et le Y, sous condition qu'il ne faut pas avoir une très forte corrélation entre les variables explicatives elles-mêmes. C'est-à-dire que nous cherchons un très fort lien de corrélation entre Y et chaque X, sous condition que les XI, donc, entre eux, ne doivent pas être corrélés. On ne doit pas avoir de corrélation entre, par exemple, un X1 et un X5. Si on a une très forte corrélation entre X1 et X5, on dit qu'il y a une redondance dans ce cas. C'est comme si on a la même variable. C'est comme si on a introduit une variable en double. Et donc, ce cas, on dit qu'on a un problème de multicollinéarité. Donc, là, on parle de multicollinéarité lorsque, généralement, la relation entre le coefficient de corrélation entre les XI est supérieur à 0,7. Je disais bien généralement, donc cette valeur peut changer, mais généralement, lorsqu'on a une très forte corrélation entre quoi? Entre les variables explicatives, un XI et un XJ par exemple. Et dans ce cas,
on dit que si on a une très forte corrélation, il faut examiner à nouveau cette variable explicative. Parce qu'on dit comme si on a une redondance au niveau de cette variable. Et généralement, il faut reprendre l'analyse avec une variable, donc parmi les deux et non pas les deux variables. À titre d'exemple, pour comprendre ce point de redondance, c'est que on dit que les deux variables expliquent la même chose ou expliquent la même dimension. On dit que les deux variables proposent la même explication. Je donne un exemple. Supposons qu'on a l'âge et la date de naissance. Si on va introduire les deux variables dans notre analyse, on aura une très forte corrélation entre les deux. Si je vais prendre l'âge, c'est x2 et la date de naissance, c'est x6. Si on va calculer le coefficient de corrélation entre les deux, on aura une très forte corrélation. Et on dit, à quoi sert de garder les deux? Parce que les deux expliquent la même dimension, donc il faut donc éliminer une variable parmi les deux variables de votre analyse, parce qu'on a une redondance dans ce cas. Donc, le problème de multicollinéarité est très important. Ne cherchons-nous, dans le cas de la régression multiple, ne cherchons la relation entre le y et les xi sous condition de ne pas avoir de multicollinéarité, c'est-à-dire sous condition de ne pas avoir de relation entre les xi. S'il y a une très forte corrélation entre les xi, il faut donc éliminer, donc ou reprendre l'analyse en évitant la redondance, c'est-à-dire en éliminant les variables redondantes. Et cela, on peut l'analyser avec plusieurs éléments. On a dit qu'on a le problème de multicollinéarité lorsque le R est supérieur à 0,7. C'est-à-dire que je peux revenir à ce point en analysant la matrice de covariance. Qu'est-ce qu'on veut dire par la matrice de covariance? C'est-à-dire, je peux analyser ce point en analysant le R entre chaque variable explicative, c'est-à-dire entre, par exemple, R entre x1 et x2, R entre x1 et x3, ainsi de suite. Là, on aura une matrice de corrélation entre les variables explicatives. Alors que, ce qui fait, donc, on peut analyser ça avec la matrice de corrélation et on peut l'analyser également avec un autre indicateur qu'on appelle la tolérance ou même un deuxième indicateur qu'on appelle le VIF, c'est le facteur d'inflation de la variance. Donc, on a soit on fait appel directement à R, le coefficient de corrélation entre les variables explicatives, et là on demande à SPSS ou à un autre outil de nous donner la matrice de corrélation entre les variables explicatives et on analyse le R entre les variables explicatives. Sinon, on fait appel à deux autres indicateurs qui sont également très intéressants à analyser pour analyser ce point de multicollinéarité, à savoir la tolérance et le VIF. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par la tolérance? C'est la proportion de la variance ou de la variation de la variable à expliquer qui n'est pas expliquée par les autres variables explicatives. Autrement, nous, on a le R2 entre xi et y, c'est le pourcentage de variation de y expliqué par le xi. Mais si on va prendre la tolérance, ça sera le 1 moins r au carré, c'est-à-dire le 1 moins le pourcentage de xi ou xj dans ce cas, qui est expliqué par les autres variables explicatives. Dans ce cas, on dit que la tolérance, ça sera l'inverse, et ça sera 1 moins r, c'est-à-dire il représente le pourcentage de variation de y qui n'est pas expliqué par les autres, donc par les autres variables explicatives. Nous cherchons, nous, le pourcentage de donc y expliqué par le x, sans que ça influence sur la variable x qu'on a. J'essaie de lire les commentaires en parallèle. Donc, ce qui fait, nous cherchons à éviter donc d'avoir ce point d'explication, un pourcentage de variabilité des autres variables sur le xj qui est élevé. Et dans ce cas, on dit que on cherche à avoir une tolérance qui doit être faible, ou il doit être, donc, si on a une très faible tolérance, c'est-à-dire qu'on a une multicollinéarité qui est très forte. Et dans ce cas, nous cherchons à avoir nous, on cherche à éviter la multicollinéarité, et pour éviter la multicollinéarité, il faut donc avoir un coefficient de tolérance qui est faible, c'est-à-dire qui n'est pas et dans ce cas, on cherche à avoir une multicollinéarité qui ne doit pas être
affiché, et pour dire donc on n'a pas de multicollinéarité, il faut que la tolérance soit donc très donc forte. Si la tolérance est très faible, parce que dans ce cas, si je reviens à la formule pour expliquer, c'est la tolérance est élevée, c'est-à-dire que le R2, c'est-à-dire le pourcentage des autres variables, donc de variation des autres variables x qui explique la variation de xj est très faible. Et donc, c'est ce que nous cherchons nous. Donc, et dans ce cas, ça sera la tolérance élevée. Donc, on cherche que la tolérance soit élevée pour éviter ce problème de multicollinéarité. Et généralement, on dit que si la tolérance est égale à 0, il y a une multicollinéarité parfaite. C'est ce que nous cherchons à éviter, nous. Nous cherchons à avoir une tolérance qui tend vers le 1. Donc, nous cherchons à avoir ce R2 qui tend vers le 0. Si ce R2 tend vers le 0, c'est-à-dire que notre tolérance tend vers le 1. C'est ce que nous cherchons, nous. Et on dit que si la tolérance est très faible, c'est-à-dire que la multicollinéarité est très forte, c'est le point qu'il faut éviter, alors que nous cherchons à avoir une tolérance qui est élevée, et pour avoir une tolérance élevée, il faut avoir un niveau de collinéarité qui est faible. Un niveau de collinéarité faible, c'est-à-dire un R2 qui est donc très très faible. Généralement, le seuil recommandé et utilisé par les chercheurs dans ce cas, c'est le seuil de 0,3. On dit que au minimum, la tolérance devrait être supérieure à 0,3 pour parler d'absence de multicollinéarité. On évite d'avoir le problème de multicollinéarité, et pour éviter d'avoir le problème de multicollinéarité, il faut minimiser le pourcentage de variation de xi expliqué par les autres variables, c'est-à-dire il faut minimiser ce R2, et pour minimiser ce R2, il faut avoir une tolérance au minimum qui est supérieure à 0,3. Donc ça, c'est le premier indicateur, en plus de R, le coefficient de corrélation qu'on peut avoir avec la matrice de corrélation entre les variables explicatives. Il y a le deuxième indicateur qui explique la même chose comme la tolérance, c'est le VIF, c'est le facteur d'influence, d'inflation de la variance ou de la variabilité, donc qui permet d'estimer la proximité linéaire d'une variable avec l'ensemble des autres variables. Et on dit que si nous cherchons, c'est le contraire de la tolérance, ou l'opposé de la tolérance, qui varie entre 1 et l'infini, tant que la tolérance varie entre 0 et 1, donc si ça sera 0, il sera égal à l'infini, et si ça sera 1, il sera, donc, au pire des cas, il sera égal à 1. Et dans ce cas, on dit que c'est un indicateur qui varie entre 1 et donc l'infini. Et à l'inverse de la tolérance, le VIF doit être faible. Si nous cherchons une très forte tolérance, nous cherchons un VIF qui doit être faible. Autrement, nous cherchons un VIF qui doit tendre vers le 1. Parce qu'il varie entre 1 et l'infini. Nous cherchons un VIF qui tend vers le 1 pour minimiser donc la part donc des variables explicatives qui explique la variation de la variable xj qu'on a. Autrement, pour minimiser la proximité linéaire entre les variables explicatives. Si on a une très forte proximité, c'est-à-dire il y a un très fort lien. Alors pour donc éviter ce lien, on doit avoir une faible proximité, c'est-à-dire on doit avoir un VIF qui est très très faible, qui tend vers le 1, parce que tant que il varie entre 1 et plus l'infini, il y a certains qui parlent de valeur critique, il y a certains qui disent comme quoi il doit être inférieur à 3, certains chercheurs disent qu'il doit être inférieur à 4 ou 5, même parfois 10. Le plus important, c'est qu'il varie entre 1 et l'infini. Généralement, on dit qu'il doit être proche de 1 en fonction donc, de l'étude qu'on a pour dire qu'on a absence de multicollinéarité. Donc, c'est un point très important dans le cadre de la régression multiple. Nous cherchons la relation entre y et les xi, sous condition qu'il ne faut pas avoir de relation entre les xi. Et pour vérifier cette relation entre les xi, il faut vérifier si vous avez le phénomène de multicollinéarité. Et pour ce faire, vous avez trois moyens, soit d'analyser le coefficient de corrélation entre ces variables explicatives à travers la matrice de corrélation, soit d'analyser la tolérance ou d'analyser le VIF. Donc, on a trois moyens pour faire cette analyse. Donc, j'essaye de lire les commentaires en parallèle et de répondre à certaines questions.
avant de passer donc à donc l'étude de cette situation de régression multiple et cette situation de multicollinéarité avec un exemple où nous allons prendre un exemple avec le logiciel SPSS comme ce qu'on a fait la dernière fois, où nous allons étudier le cas de vente d'une entreprise où nous cherchons est-ce qu'il existe un lien, je pense qu'on a déjà entamé l'exemple la dernière fois, un lien entre le volume des ventes d'une entreprise et l'ensemble des variables explicatives. Donc le Y qui est les ventes semestrielles de l'entreprise, elle est exprimée donc, en euros, donc c'est quantitatif, et un ensemble de variables explicatives qui sont 8 ici, et toutes ces variables sont des variables quantitatives. On a le marché total, les remises accordées aux grossistes, le prix, budget de recherche, l'investissement, les frais de publicité, frais de vente, total budget de publicité. Le plus important, c'est que toutes les variables, les XI, sont donc quantitatives. Et là, on peut faire la régression multiple sous condition, c'est qu'il ne faut pas avoir de corrélation entre les XI. Nous cherchons la corrélation et le lien entre le Y et les XI sans avoir de corrélation entre les XI, que ce soit le X1 avec le X3 ou le X3 avec X5, ainsi de suite. Donc, on peut avoir la matrice de corrélation, sinon on peut analyser pour chaque variable la tolérance et le vivre. Donc, pour procéder à la régression multiple sur SPSS, on suit la même démarche, analyse régression linéaire. Et on glisse la variable dépendant dans la case dépendant et à l'inverse de la régression simple, on glisse une seule variable dans la case variable indépendante. Là, on glisse l'ensemble des variables explicatives qui sont dans notre cas 8. Et par la suite, dans le bouton statistique qu'on a ici, il faut, donc pour tester le problème de multicollinéarité, il faut demander le test de collinéarité pour avoir la tolérance et le vif. Et également, il faut cocher matrice de covariance pour avoir le coefficient de corrélation entre les différentes variables explicatives, entre les différents XI qu'on a, dans notre cas qui sont en nombre 8. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a plusieurs méthodes. Ici, on a la méthode par défaut qui est donnée par le logiciel, c'est la méthode standard ou la méthode entrée. Mais SPSS propose 5 méthodes. Il y a la méthode entrée ou ce qu'on appelle la méthode standard, c'est la méthode la plus utilisée. Il y a la méthode pas à pas, la méthode éliminée en bloc, la méthode descendante et la méthode ascendante. On va essayer de faire deux méthodes parmi les méthodes, sachant que ce sont les plus utilisées. Je vais faire la première et la deuxième, la méthode standard ou la méthode entrée, pour bien comprendre le principe, parce qu'avec la méthode entrée, c'est nous qu'on fait retirer manuellement les variables. Et avec la méthode pas à pas, c'est à peu près le même principe que la méthode entrée, où les variables non pertinentes seront éliminées à chaque fois par le logiciel SPSS. Avec la méthode entrée, c'est nous qu'on va éliminer les variables non pertinentes en non significatives, les variables explicatives non significatives en non pertinentes. Avec la méthode pas à pas, c'est le logiciel qui va procéder à l'élimination des variables non explicatives à chaque fois. Il commence avec toutes les variables et par la suite, il procède à l'élimination des variables non explicatives. Je vais essayer de faire les deux méthodes, la méthode entrée et la méthode pas à pas, sachant que le principe est le même. Donc, si je commence, premièrement par la méthode entrée, quel est le principe de la méthode entrée? On fait intégrer toutes les variables. Et on l'appelle la méthode entrée ou la méthode standard. Et par la suite, on analyse le coefficient de corrélation entre le Y et l'ensemble des XI, ainsi que le R au carré. Et si on trouve que le test est significatif et on a une forte corrélation entre le Y et les XI, on commence à analyser est-ce que toutes les variables sont explicatives ou non. Si on trouve que il y a des variables qui ne sont pas explicatives, on doit commencer à l'élimination de ces variables qui ne sont pas explicatives. Mais la différence, c'est que on n'élimine pas toutes les variables à la fois. On commence par éliminer variable par variable, en se basant, bien sûr, sur le seuil de signification fixé auquel on a parlé la séance dernière, à savoir le 5%. C'est-à-dire qu'on doit éliminer les variables explicatives qu'on estime qui ne sont pas significatives dont la signification dépasse le 5%, c'est-à-dire supérieur à 0,05, et on garde seulement les variables significatives. Mais
on n'élimine pas toutes les variables à la fois, mais on élimine variable par variable, parce que c'est possible qu'on aura une variable au départ qu'on trouve qu'elle n'est pas significative, c'est-à-dire sa signification supérieure à 0,05, parce qu'on a introduit d'autres variables non pertinentes qui ont influencé négativement sur notre analyse. Et par la suite, lorsqu'on élimine ces variables non pertinentes, cette variable peut devenir significative. On aura, je pense, cette situation dans notre exemple. Donc, le plus important, pour la méthode standard, on introduit toutes les variables à la fois et par la suite, on commence à éliminer les variables non significatives, c'est-à-dire dont le seuil de signification est supérieur à 0,05 et on élimine variable par variable et on n'élimine pas toutes les variables à la fois. Donc, c'est la première méthode. Par exemple, remarquez ici, on a introduit toutes les variables explicatives à la fois, les 8, et la variable dépendante dans notre cas, c'est la vente. On analyse premièrement la signification. On a ici la signification est égale à 0, elle est inférieure à 0,05, le seuil fixé par convention. Donc, on peut dire que c'est significatif. Donc, on peut directement dire que le test est significatif et on peut accepter l'hypothèse qu'il y a une relation entre le Y et l'ensemble des XI. Et une chose qu'on peut vérifier avec le coefficient de corrélation et le coefficient de détermination. Ici, on a un coefficient de corrélation qui est égal à 0,899, c'est-à-dire il est supérieur à 0,7 ou même 0,8, ce qui confirme qu'il y a une très forte corrélation entre le Y et l'ensemble des XI. Une très forte corrélation entre Y et les 8 variables explicatives qu'on a introduites, les 8 pour l'instant. Une très forte corrélation entre la variable dépendante et l'ensemble des variables explicatives ou indépendantes. Et on a le R2 ou le coefficient de détermination qui est égal à 0,808. On prend 80% ou 81% en termes de pourcentage. On dit que 80% de la variation de Y est expliquée par l'ensemble des variables explicatives et 20% est expliqué par d'autres variables. Donc, on a le pourcentage de variance ou de variation de Y expliqué par les variables explicatives introduites et 80%. Donc, le coefficient de corrélation ici, c'est 0,8. Si on le transforme sous forme de pourcentage, ça donne 80%, c'est-à-dire le pourcentage de variance ou de variation de la variable vente expliqué par l'ensemble des variables explicatives, les 8 qu'on a, ce pourcentage est de 80%. Maintenant, tant qu'on a trouvé que le test est significatif et on a trouvé que l'ensemble, donc il y a une très forte corrélation entre le Y et l'ensemble des XI, on peut donc analyser est-ce que le Y dépend des 8 ou il dépend seulement de certaines variables parmi les 8 qu'on a introduits. Parce que le fait de dire que il y a une très forte corrélation entre le Y et l'ensemble des XI ne veut pas dire forcément que le Y, il dépend des 8. C'est possible qu'on va trouver qu'il dépend seulement de 2 ou 3 ou 4 ou 5. Donc, il faut analyser quelles sont les variables pertinentes introduites dans notre analyse. Parce que il se peut qu'il y a une très forte corrélation, mais on a introduit une variable qui n'est pas pertinente, qui n'a pas d'influence significative sur la variable dépendante qui est notre variable vente, qui est la variable Y. Donc, pour ce faire, on analyse le coefficient, donc, ici, de signification, et on vérifie quelles sont les variables qui sont significatives, c'est-à-dire quelles sont les variables dont la signification est inférieure à 0,05 et quelles sont les variables dont la signification est supérieure à 0,05. Comme vous constatez, il y a 3 variables dont le P, la signification est inférieure à 0,05 seulement, à savoir marché total, investissement et publicité. Et les 5 autres variables, ils ont une signification qui est supérieure à 0,05. Logiquement, on va dire comme quoi on a seulement, Y dépend seulement de 3. Et on doit éliminer les 5 variables. Mais on a dit que on ne peut pas éliminer toutes les variables à la fois. On doit éliminer seulement, donc on doit éliminer seulement les variables non explicatives. Et là, on a 5 qui ne sont pas explicatives. Mais comme je viens d'expliquer, il se peut qu'une variable
et non explicative maintenant parce qu'on a introduit d'autres variables qui ont biaisé notre analyse ou qui ont influencé négativement sur une variable explicative. C'est la raison pour laquelle on élimine variable par variable. Et quelle est la première variable à éliminer? C'est la variable la moins explicative, c'est-à-dire la variable dont la signification est la plus élevée. Dans notre cas, quelle est la variable dont la signification est la plus élevée? Si on analyse, on trouve que c'est le frais total de publicité parce que sa signification c'est 0,984. Donc la première variable à éliminer, c'est la variable frais total de publicité. Alors avec la méthode standard ou la méthode entrée qu'on est en train de traiter, on élimine manuellement, c'est-à-dire on revient, on fait analyse régression linéaire et on déglisse la variable, c'est-à-dire on retire la variable donc non significative. Par exemple, dans notre cas, on doit retirer la variable frais total de publicité et on reprend l'analyse. Et à chaque fois, on analyse donc la signification des autres. Donc nous, la première étape, c'est d'éliminer la variable frais total de publicité. C'est-à-dire que nous allons garder au niveau de notre analyse seulement 7 variables. On n'aura plus 8 variables explicatives, mais on aura seulement 7. Et on reprend l'analyse avec 7 variables explicatives. Et après les 7 variables explicatives, on regarde et on observe également la signification. Ici, quelle est la variable la moins significative? C'est la variable prix, puisqu'il a la signification la plus élevée, c'est 0,838. Et on doit retirer cette variable et reprendre l'analyse seulement avec 6. Donc c'est la deuxième étape. On élimine la deuxième variable non explicative parmi les 5 qu'on a trouvées au départ. Donc on va éliminer ou retirer maintenant la variable prix et on va reprendre l'analyse une troisième fois avec seulement 6 variables. Et en reprenant l'analyse, on trouve que la variable la moins significative maintenant, parmi les variables non significatives, c'est la variable remise au grossiste, puisqu'il a la signification la plus élevée parmi l'ensemble des variables explicatives. On va donc, une troisième variable à retirer, c'est la variable remise au grossiste, et on va reprendre l'analyse seulement avec 5 variables maintenant, alors que on reprend donc l'analyse et on va trouver que maintenant la variable la moins significative parmi les variables qui restent, c'est la variable marché total, puisque elle a la signification la plus élevée, c'est 571. Et on va reprendre l'analyse maintenant avec les 5 variables qui restent, semestre, marché total, investissement, publicité et force de vente. On reprend l'analyse et on trouve que il reste semestre non significatif à la rigueur, parce que 0,53 et force de vente 0,682 non significatif. Donc on doit retirer la variable force de vente et on reprend l'analyse seulement avec les 4 variables. Lorsqu'on reprend l'analyse avec les 4 variables, on trouve que toutes les variables deviennent significatives. Remarquez que même semestre qui n'était pas significatif avant, il devient donc significatif. Remarquez que au départ, il y avait 3 variables seulement qui sont significatives. Et maintenant, on trouve qu'une variable qui n'était pas significative devient significative. Remarquez que on a semestre 0,045, il est inférieur à 0,05, marché total 0, investissement 0,06 et la publicité 0,06. Donc, dans ce cas, on dit que les 4 variables sont significatives. Donc, les 4 variables sont explicatives de notre variable vente. Sous condition qu'il faut vérifier la multicollinéarité entre les variables qu'on a gardées à la fin. On a gardé dans notre modèle 4 variables. X1 semestre, par exemple, X2 marché total, X3 investissement et X4 la publicité. Les 4 variables sont significatives et même la constante elle est significative. Nous devons voir et observer la multicollinéarité. Et pour ce faire, on doit analyser la tolérance, le vif et même le coefficient de corrélation à travers la matrice de corrélation. Premièrement, si on analyse la tolérance, et on a dit que on doit avoir une forte tolérance
Et là, remarquez que, donc ça, on trouve que on a une tolérance qui est supérieure au minimum exigé, qui est le 0,3, et qui tend vers le 1 pour les 4 variables. Donc, on dit que la première condition pour la tolérance est vérifiée. On a dit que le vif, il varie entre 1 et l'infini. Et on a dit que on doit avoir un vif qui est faible et qui tend vers le 1 pour dire qu'on a absence de multicollinéarité. C'est le cas qu'on a ici. Remarquez que pour les 4 variables explicatives, on a un vif qui est égal à 1,561, 1,509, ainsi de suite. Le plus important, c'est que on a une très faible valeur pour le vif et on a une forte valeur pour la tolérance. Donc, on peut dire que on n'a pas de multicollinéarité ou le problème de multicollinéarité ne se pose pas. Une chose qu'on peut confirmer avec la matrice de corrélation, c'est-à-dire l'analyse de coefficients de corrélation entre les xi, les 4 qui restent. Remarquez, on a une matrice, en diagonale, on a le 1 parce que c'est la même variable. Et si je prends par exemple le coefficient de corrélation entre le marché total et la publicité, c'est moins 0,16. Et remarquez que les valeurs se répètent parce que ils sont donc c'est la même variable x ici marché total dans les lignes et dans le colonne publicité, et l'autre c'est comme si on fait transposer la publicité avec marché total. Donc à travers la matrice de corrélation, on analyse le coefficient de corrélation entre les variables explicatives, qui sont 4 ici. On a commencé avec 8 et on a gardé 4. Et on observe, est-ce qu'on a un coefficient de corrélation qui est très fort? Remarquez que pour les 4 variables, le problème de multicollinéarité ne se pose pas parce qu'on n'a pas un coefficient de corrélation qui est très fort, ce qui confirme que on a absence de multicollinéarité, et ce qui est même, donc ce qui va dans le même sens avec la tolérance et le vif qu'on a trouvé dans le tableau coefficient. Donc on a 4 variables qui sont significatives et pour lesquelles le problème de multicollinéarité ne se pose pas. On peut déduire que la variable donc y, qui est la variable vente, elle dépend des 4 variables explicatives, et l'équation de notre modèle sera donc y est égal à 1 x1 qui est le semestre, A2 x2 qui est marché total, A3 x3 qui est l'investissement, A4 x4 qui est la publicité. Et les coefficients sont donnés dans la colonne A ici. La pente c'est donc pardon, la constante ici c'est 2560,216 moins le A1, elle est négative, donc moins 321 fois semestre. On peut dire que la saisonnalité influence négativement sur les ventes, à titre d'exemple ici, plus le 5,218 fois le marché total, plus 1,963 fois l'investissement, plus 8,260 fois la publicité. C'est l'équation de notre modèle qui peut nous servir par la suite pour faire de la prédiction. Le plus important, c'est qu'on a commencé avec 8 variables. On a trouvé qu'il y avait forte corrélation, une très forte corrélation entre le Y et les 8 variables, mais on a analysé variable par variable pour savoir lesquelles des variables sont explicatives parmi les 8. Et on a procédé par élimination, variable par variable. Et on a procédé avec la méthode standard ou la méthode entrée. On a procédé à l'élimination donc manuelle par le chercheur lui-même. C'est nous qu'on fait donc l'élimination en se basant sur le seuil de signification. On peut avoir les mêmes résultats avec la deuxième méthode. Si on fait appel à la méthode pas à pas, par exemple, on va donc faire la méthode pas à pas et on aura le même principe. Le logiciel, il va reprendre l'analyse à chaque fois, donc en introduisant des variables explicatives. Par exemple, remarquez, dans le premier modèle, il a fait seulement le marché total. Dans le deuxième, il a fait le marché total et la publicité. Le troisième modèle, il a fait le marché total, publicité et investissement. Et le quatrième modèle, il a introduit, en plus de marché total, publicité et investissement, il a ajouté semestre. Et à chaque fois, on analyse la variance ou le pourcentage de variation, donc ajouté ou expliqué suite à l'ajout de cette nouvelle variable. Par exemple, de 1 à 2, ça varie par exemple par 0,2, c'est-à-dire que ça varie à peu près par donc 720 et 840. On peut dire que
ça représente 20% de la variation, ainsi de suite. On fait de même, lorsqu'on introduit une troisième variable, on observe par combien ça varie, ainsi de suite. Non. Et le plus important, c'est que ça nous donne les mêmes variables explicatives que nous avons trouvées avec la méthode standard ou la méthode entrée, ou dans les 4 modèles. Donc, remarquez, ici, dans le premier modèle, il a introduit la constante et le marché total. Le deuxième, il a introduit la constante, marché total et la publicité. Le troisième, c'est marché total, publicité, investissement. Il ajoute à chaque fois une variable. Et dans le quatrième modèle, il a introduit les 4 variables que nous avons trouvées, nous, dans le cadre de la méthode standard, lorsqu'on a éliminé manuellement. Nous, on élimine. Donc, avec la méthode standard, on élimine manuellement. Avec la méthode pas à pas, c'est le logiciel qui procède à l'élimination et il garde que les variables explicatives qui sont significatives. Donc, et avec l'équation, remarquez que c'est les mêmes coefficients qu'on a trouvés au niveau de l'équation de notre modèle lorsqu'on a fait la méthode standard. C'est les mêmes valeurs. Alors, remarquez que c'est les mêmes valeurs qu'on a, la constante 2560, oui, 260 pour la publicité, ainsi de suite. Remarquez que ce sont les mêmes valeurs au niveau des coefficients. Donc, la méthode pas à pas, c'est à peu près le même principe que la méthode standard. Dans la méthode standard, c'est le chercheur lui-même qui procède à l'élimination, où il fait vérifier lui-même manuellement donc, les valeurs et il élimine les variables non explicatives, mais sous condition d'éliminer variable par variable et de commencer par la variable la moins explicative, c'est-à-dire de commencer par la variable dont la signification est la plus élevée. Parce que c'est possible, comme on a vu au début, donc on a vu que il y avait que 3 variables explicatives, et après on a trouvé que les variables explicatives, ils sont devenus 4. Pourquoi? Parce que donc, il y avait une variable qui a été au départ non significative, parce qu'on a introduit d'autres variables qui ont influencé sur la signification de cette variable. Donc, et pour la méthode pas à pas, c'est le logiciel qui fait le travail à votre place, ou c'est lui qui procède à l'élimination et il garde pour vous le modèle définitif au final. Il garde que les variables explicatives qui sont significatives. Alors, il y a 3 autres méthodes, à savoir la méthode descendante et la méthode ascendante, qui sont tout à fait le contraire. Ou dans la méthode descendante, remarquez, si vous vous rappelez très bien, on a fait 6 étapes. La même démarche, il le fait ici, le logiciel, avec la méthode descendante. Il a fait 6 modèles où à chaque fois, il introduit toutes les variables et il élimine variable par variable. C'est comme la méthode standard. Donc là, dans la première, il a introduit toutes les variables. Dans le deuxième modèle, il introduit toutes les variables et élimine une première variable non explicative, jusqu'à qu'il arrive au 6e modèle, dans lequel il a gardé que les 4 variables explicatives. Ça, c'est la méthode descendante qui fait ce qu'on a fait avec la méthode standard ou la méthode entrée. On a fait manuellement, le logiciel le fait automatiquement. Il introduit toutes les variables et par la suite, il fait donc élimination, variable par variable, et il commence par élimination de la variable la moins significative, c'est-à-dire la moins explicative. Et dans le cas inverse, la méthode ascendante, c'est l'inverse. Au lieu de commencer par toutes les variables, on commence par la constante. Et après, on introduit une variable, après on introduit une deuxième variable, ainsi de suite, jusqu'à qu'on garde que les variables explicatives. C'est à peu près le même principe que ce qu'il a fait dans la méthode pas à pas. La 5e et la dernière méthode, c'est la méthode d'élimination par bloc. On commence donc à introduire toutes les variables et on élimine par bloc les variables non explicatives. Ce sont les 5 méthodes dont les plus utilisées, c'est bien la méthode standard parce qu'il vous permet de vérifier vous-même et d'éliminer vous-même manuellement, et la méthode pas à pas qui également génère pour vous des modèles dont le dernier représente le modèle à prendre parce qu'il garde dans ce modèle que les variables explicatives qui sont significatives. La méthode descendante, comme on vient de voir, c'est à peu près le même principe que la méthode entrée au standard, mais au lieu que vous retirez vous-même donc les variables, c'est le logiciel qui le retire pour vous au niveau de chaque
modèle. Remarquez que, si vous vous rappelez, on était dans la dernière étape, c'était l'étape numéro 6. À travers l'étape 6, on a gardé les 4 variables. Dans l'étape 5, on avait 5 variables, ainsi de suite. De même ici, dans la méthode descendante, le logiciel, il a fait 6 modèles. Pourquoi? Parce que dans le premier, il a introduit toutes les variables. Le deuxième modèle, il a retiré la première variable non explicative, ainsi de suite. Donc, c'est le même principe de la méthode standard, c'est seulement que la méthode descendante, c'est le logiciel qui se charge de l'élimination. Alors que dans la méthode standard entrée, c'est nous qu'on procède à l'élimination manuellement. Et c'est la méthode la plus pratique parce qu'il vous permet de minimiser le risque et de vérifier vous manuellement. C'est pour cette raison, c'est préférable d'utiliser beaucoup plus la méthode entrée au standard et peut-être parfois la méthode pas à pas. Donc c'était la régression multiple qui représente la suite de ce qu'on a fait la séance dernière, à savoir la régression simple. On a traité l'extension de la régression simple. On a analysé la relation entre une variable explicative qui est quantitative et un ensemble de variables explicatives également qui sont quantitatives. Et on a analysé cette corrélation, cette liaison avec 2 méthodes, ou même 3, avec la méthode descendante, avec la méthode standard et la méthode pas à pas. Et je sais pas si vous avez des questions, parce qu'à partir de la séance prochaine, nous allons passer à une autre méthode d'analyse. Et on va essayer de faire soit l'ACP, soit l'analyse discriminante qui fait partie de l'analyse multivariée. Je sais pas si vous avez des questions, parce qu'on arrive à la fin de cette intervention. Avant d'arrêter la vidéo, je ne sais pas si vous avez des questions à propos de la régression multiple. Pour le live, l'enregistrement de live, vous allez trouver l'enregistrement, vous le trouvez dans la chaîne YouTube de la page, c'est-à-dire vous avez une chaîne YouTube de Qaraya Dar où vous trouvez les enregistrements de toutes les séances et de toutes les interventions. Donc, la vidéo, ça sera enregistré automatiquement au niveau de vous allez la trouver automatiquement au niveau de la page, au niveau de la chaîne de la page sur YouTube. Pourquoi la méthode standard est la plus utilisée? Se charge de ce qu'on doit faire. Oui, mais nous, on minimise le risque avec la méthode. On minimise le risque avec la méthode entrée. Ça nous permet de vérifier. Remarquez que au début, on avait 3 variables qui sont explicatives. Et par la suite, lorsqu'on a éliminé manuellement, on a trouvé que ces 4. Donc, c'est possible que le logiciel procède à l'élimination de toutes les variables non explicatives et c'est possible qu'il va éliminer parmi ces variables une variable qui est explicative, mais au départ ne l'était pas parce qu'on a introduit une variable qui n'est pas explicative. Donc, vaut mieux éliminer manuellement. Ça vous permet de minimiser le risque. Ça vous permet de minimiser le risque. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'Adil. Je pense que c'est Adil. ADL, je ne sais pas où c'est Adil, là, un nom d'une marque. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Jazakallah khair, merci. Merci. Non, je ne sais pas si il y a d'autres questions. Parce que on a déjà consommé le temps réservé de la séance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, Adil, merci. C'est bon? Pas de question, vous n'avez pas de questions? Je ne sais pas si pour les prochaines méthodes, vous avez une préférence spécifique. Sinon, moi, je vais commencer soit par la CP, soit par l'analyse discriminante. Donc, je ne sais pas si on aura le temps pour traiter les autres méthodes d'analyse bivariée parce qu'on n'a pas fait l'ANOVA et TI2. Je ne sais pas si on doit commencer par ces méthodes et passer par la suite pour le reste de l'analyse multivariée, ou je passe directement à l'analyse multivariée, je ne sais pas ce que nous allons faire.
Mais je vais essayer de faire la séance prochaine, donc l'ACP ou l'analyse discriminante. Si on aura donc le temps, assez de temps, on peut revenir à l'analyse bivariée où je peux faire le test Ki2 ou l'ANOVA en parallèle. Donc, on attend les autres méthodes. On se donne rendez-vous la séance prochaine, Inch'Allah, où nous allons traiter une autre méthode parmi les méthodes qui font partie de l'analyse de données et des techniques d'analyse quantitative. Merci à vous et bonne fin de journée.